Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini ce qu'est l'ISR, la prise en compte de critères extra-financiers pour constituer un portefeuille investi en actions, en obligations, il faut dire maintenant qu'il y a plusieurs approches de l'ISR, plusieurs méthodes de l'ISR, et on peut commencer pour présenter les choses par les classer dans différentes catégories. Ce qu'on retrouvera le plus souvent en matière d'investissement socialement responsable, c'est la sélection de valeurs donc basée sur des critères non financiers et financiers, et différentes sous-catégories. La catégorie principale en France, c'est celle qu'on appelle best in class. Elle consiste à sélectionner, secteur par secteur, la valeur, la société qui dans ce secteur obtient les meilleures notes sur le plan non financier, c'est-à-dire en termes d'impact sur l'environnement, en termes de politique vis-à-vis de ses salariés, de ses fournisseurs, en termes de gouvernance. Ça veut dire qu'un fonds best in class, et il y en a beaucoup en France qui sont proposés, va investir dans tous les secteurs en essayant de trouver la société qui agit de la manière la plus vertueuse sur le plan du développement durable. Une autre catégorie de placement ISR, de fonds ISR, c'est ce qu'on appelle le Best in Universe. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer de représenter tous les secteurs économiques dans le fonds, mais on va sélectionner les valeurs les plus vertueuses, celles qui obtiennent les meilleures notes sur le plan extra-financier à nouveau, quel que soit le secteur. Donc on va retrouver des fonds finalement concentrés sur les sociétés les plus engagées vis-à-vis de l'environnement ou vis-à-vis de leurs salariés. Celles qui développent la politique la plus ambitieuse en la matière. On trouve également des fonds dits best effort, ce sont des termes anglais, on les utilise en France également. Là, le gérant va sélectionner pour son fonds les sociétés qui progressent le plus, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être une société qui a une activité très polluante, mais si elle fait beaucoup d'efforts, le gérant va la sélectionner. On voit que le résultat, c'est un portefeuille qui ne ressemble pas aux autres portefeuilles que j'ai décrits précédemment. Alors, on est donc là dans une logique de sélection de valeurs. On a aussi des fonds ISR qui, eux, vont exclure d'emblée certains secteurs ou certaines sociétés. Par exemple, le secteur de l'armement, du jeu, du tabac, ou des activités considérées comme dangereuses pour l'environnement, ou qui vont exclure donc certaines sociétés parce qu'elles ont un comportement ou une activité controversée. Donc on a quelque chose d'un peu plus resserré sur des secteurs et des valeurs. Pas de risque de trouver dans ce type de fonds des sociétés du secteur de l'armement par exemple. D'autres fonds sont également considérés comme des fonds ISR, ce sont les fonds thématiques. Alors ces fonds-là, ils sont concentrés sur, par exemple, le secteur des énergies renouvelables ou le secteur des sociétés qui travaillent sur le changement, sur la transition écologique, le changement climatique. On a donc des fonds spécialisés dans un domaine, ils sont d'emblée ISR puisque sur le critère de l'environnement ou de la santé, ils sélectionnent des valeurs qui vont dans le bon sens. Un autre concept en matière d'ISR, c'est ce qu'on appelle l'engagement salarial, actionnarial. On peut demander à un gérant d'aller au-delà de la sélection de valeurs. On peut lui demander, comme le ferait peut-être un investisseur engagé, un particulier qui assisterait aux assemblées générales, on peut lui demander d'aller en assemblée générale et d'essayer d'influencer la politique de la société dont il est actionnaire. Le gérant va représenter tous les porteurs de parts du fonds et va essayer d'influer encore une fois positivement le comportement de la société. Une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu décrit les différentes approches de l'ISR, mais malheureusement on a besoin d'aller un petit peu au-delà pour essayer de comprendre que l'ISR c'est finalement autant de méthodologies qu'il y a de sociétés de gestion, voire de fonds. Ça veut dire que dans la même approche ISR, par exemple Best in Class, on peut trouver des fonds qui, à l'arrivée, n'ont pas du tout les mêmes portefeuilles, n'investissent pas du tout sur les mêmes actions que d'autres fonds qui se présentent de la même façon au départ, avec la même approche globale. On voit même, dans certains cas, des fonds d'action ISR dont le portefeuille ressemble
à un fonds d'action tout à fait classique, traditionnel, qui ne prendrait pas en compte de critères non financiers. Donc là, on met le doigt sur un problème important. Avant d'investir dans un fonds ISR, il est important de bien s'informer sur la méthode de sélection des valeurs, puisque même s'il s'affiche dans une catégorie, dans une approche, même s'il représente une certaine école de l'investissement socialement responsable, on ne sait pas encore tout à fait comment le fonds va être constitué, comment les valeurs seront sélectionnées. On a par exemple un point très important à vérifier, on a des gérants qui sélectionnent les valeurs, d'abord les valeurs qui offrent les meilleures perspectives financières, donc ce sont des critères uniquement financiers, avant de sélectionner, pour affiner leur portefeuille, ces valeurs sur des critères non financiers. A l'inverse, d'autres gérants vont d'abord appliquer un filtre extra-financier, en commençant par exclure les sociétés mal notées sur le plan extra-financier, puis dans un second temps, choisir les valeurs parmi celles qui ont un comportement plus vertueux, choisir celles qui offrent les meilleures perspectives de valorisation. Donc on voit bien qu'à partir de la même approche ISR, on peut avoir des fonds très différents dans l'approche, dans la sélection de valeurs. C'est pourquoi il est important en tant qu'investisseur de bien s'informer. Si vraiment on veut donner du sens à son épargne, c'est qu'on veut s'intéresser aux investissements qui sont réalisés avec son épargne. Et il est donc important de comprendre quelle est la méthode utilisée par le gérant avant de sélectionner un fonds. Pour ça, il y a différents documents à consulter. On va en parler maintenant, notamment le document d'information clé. Alors effectivement, avant de mettre un peu les mains dans le cambouis et de voir plus précisément les rapports de gestion, le site internet de la société de gestion et du fonds, il y a vraiment un document à lire en tout premier qui s'appelle le document d'information clé. Son nom a le mérite d'être clair. Alors, petit 1, c'est un document uniformisé au niveau européen, de 2 à 3 pages, qui doit vous donner une information claire, exacte et non trompeuse sur le produit concerné. Et tous les documents sont tous présentés de la même manière. C'est important parce que si vous hésitez, si vous posez la question, si vous voulez faire jouer la concurrence et que vous voulez comparer plusieurs fonds, qu'ils soient ISR ou pas d'ailleurs, de plusieurs sociétés, vous allez toujours avoir le même rubricage, donc c'est quand même un peu plus simple et tout est toujours nommé de la même façon. Je dirais qu'il y a 3 éléments vraiment à bien regarder et sur lesquels il faut se poser de vraies questions. C'est l'objectif de gestion. Vous allez voir dedans quel est l'objectif, quelle est notamment la zone géographique, quel est le type d'actif sur lequel le gérant va investir. Est-ce que ça va être plus un fonds action, plus un fonds obligataire, ou un fonds totalement diversifié, s'il se spécifie sur une zone géographique très particulière. Donc ça, il faut prendre le temps de le lire, c'est important. Ensuite, juste après cette rubrique, vous allez avoir le niveau de risque. Alors, vous avez une échelle de risque qui doit figurer dans tous les documents d'information clés, qui va de 1 à 7. Le 1 étant le moins risqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, et le 7 étant le plus risqué. Alors, on va dire que généralement, un fonds action est entre 5 et 7, bien évidemment. Et cette échelle de risque, ça doit vous aider à vous poser des questions, et vous poser des questions d'abord à vous-même sur le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Alors parfois c'est un peu abscon de se poser ce type de questions. Vous pouvez aller sur notre site, on a des simulateurs, des tests qui ont été faits pour apprendre un peu à mieux se connaître et à connaître sa relation par rapport au risque. Et ensuite vous avez un point qui est aussi très important, quel que soit le produit d'investissement sur lequel vous souhaitez investir, c'est les frais. Et ça, il faut prendre le temps de le lire parce que vous avez plusieurs frais qui viennent, entre guillemets, gréver la performance. Vous avez les frais d'entrée. Sachez qu'ils sont négociables la plupart du temps et parfois on peut même les trouver à taux zéro. Vous avez ensuite les frais de gestion et puis vous avez d'autres frais qui peuvent être ajoutés, notamment les commissions de surperformance.
lorsque le gérant a atteint son objectif. Donc ces trois parties du document d'information clé, il faut prendre le temps de les lire, ça ne vous prend pas 3 heures. Je tenais à vous dire qu'on va publier très prochainement avec l'AMF une infographie dynamique sur le sujet qui sera accessible sur nos 2 sites à compter de la semaine prochaine pour la semaine de l'investisseur. Et dernier point, si vous ne comprenez pas, soit vous pouvez appeler Épargne Info Service, soit vous pouvez retourner voir votre conseiller financier, mais surtout de ne jamais investir dans un produit que vous ne comprenez pas. Et puis je vais vous parler également du code de transparence. C'est une initiative de l'AFG, donc c'est l'Association française de gestion financière et du FIR, c'est le Forum pour l'investissement responsable. Cette initiative est largement soutenue par l'AMF, qui recommande l'adhésion des sociétés de gestion à ce code. Alors c'est quoi? C'est un document un peu plus fourni que le document d'information clé. Il faut essayer quand même de le lire. Et ce document, les fonds qui ont accepté de signer ce code doivent donner des informations exactes en langage clair et compréhensible pour le plus large public. Et vous allez trouver à l'intérieur de ce code quelque part vraiment les orientations que va prendre la société de gestion sur le fonds qui vous intéresse, et notamment quel type de gestion ISR ils vont prendre et les engagements qu'ils vont prendre pour observer cette gestion ISR. Alors, c'est vrai que le code de transparence est en principe là pour expliquer quelle est la méthode de sélection des valeurs, l'approche de la société de gestion pour le fonds qui vous intéresse. Le document d'information clé, lui, il a pour but d'être synthétique, mais il ne donne pas beaucoup de détails. Pour essayer d'en savoir plus, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller sur le site internet de la société de gestion. On a pris l'exemple ici d'un fonds qu'on appellera Enjeux Futurs, d'un fonds qui se présente comme un fonds ISR et qui présente un certain nombre de documents, de fiches, de rapports qui vous permettront d'en savoir plus sur la manière dont le gérant sélectionne ses valeurs. Il en parlera, il expliquera pourquoi il sélectionne une valeur, pourquoi il en vend une autre. Donc pour bien comprendre comment fonctionne ce fonds ISR, le bon conseil, c'est quand même d'aller lire les commentaires, les reportings, les rapports de gestion du gérant. Justement, je te coupe, Olivier. On a une question de Pierre qui dit « Bonsoir, les choix des gérants ne sont-ils pas faits à la discrétion de ces derniers ?» Effectivement, alors ça c'est une question effectivement intéressante. Le gérant suit un process qu'il a annoncé. Il a expliqué dans la documentation obligatoire, mais aussi dans ses reportings. Il a expliqué comment il sélectionne, il a annoncé sa méthode. Donc je montrerai juste après la présentation d'un process de sélection de valeurs. Le gérant est censé annoncer sa méthode et la suivre. Il est censé travailler en cohérence avec la méthode de sélection de valeurs qu'il a annoncée sur son site et dans les documents, les principaux documents d'information. Alors, si je vais un petit peu plus loin, toujours sur ce site, je vois que je peux avoir une information également qui se rapproche de celle qu'on trouve dans le document d'information clé synthétique sur le site. On peut trouver aussi une information plus détaillée que celle qui figure dans les documents officiels. Par exemple, les performances passées, l'évolution de la valeur liquidative, donc les performances passées du fonds en question par rapport à son benchmark, c'est-à-dire à l'indice sur lequel il se réfère, qui est souvent un indice d'ailleurs ISR lui-même. On voit également l'échelle de risque dont tu parlais, Sophie, du fonds. Ici, le niveau de risque est de 5. Entre 1 et 7, c'est un fonds d'action plus risqué que la moyenne. On trouvera également, comme je l'annonçais, une information sur le processus d'investissement, c'est-à-dire la méthode de sélection des valeurs. Ici, on voit que c'est un fonds qui sélectionne d'abord un univers, qui part d'un univers d'investissement de 4000 valeurs, et qui va, à ce niveau-là, filtrer avec des critères socialement responsables, c'est-à-dire les critères extra-financiers. Sur 4000 valeurs, il n'en retient que 300, c'est l'exemple qui est donné ici. Il se recentre sur certains secteurs, puisqu'il s'agit ici d'un fonds centré sur certains
secteurs du développement durable. Et puis, il finit par une analyse financière, par sélectionner 50 à 60 valeurs. C'est ce type d'informations, 50 à 60 valeurs, qui composeront donc le portefeuille du fonds. C'est ce type d'informations qu'il faut rechercher avant d'investir pour savoir si c'est un fonds, dans quelle mesure le fonds applique, de manière sélective ou non, des filtres ISR. Alors juste Olivier, on s'arrête un petit peu sur ce slide, s'il te plaît. Je prends la question de Jean de Soulanges. Quelles sont les agences de notation dans le domaine extra-financier? Parce que là, on parlait justement de ce système d'entonnoir où on a un univers de 4000 valeurs et puis on sélectionne. Il y a quelques agences de notation. On peut noter Vigeo Eiris, Core Rating, Etifinance. Est-ce qu'on peut donner d'autres noms? Alors, c'est vrai, les sociétés de gestion ont la possibilité d'acheter les notations éthiques. Il y a des agences de notation spécialisées. Tu viens d'en citer quelques-unes. Il y en a une petite dizaine en Europe. Une autre façon de procéder, c'est d'embaucher, disons, des analystes, d'internaliser la recherche en la matière. C'est-à-dire que la société de gestion met des moyens dans la recherche et dans la notation des valeurs. Des valeurs donc, qui sont sélectionnées par les équipes de la société de gestion sans avoir besoin d'acheter des notations extérieures. Donc deux façons de procéder. Souvent d'ailleurs, les gérants font les deux, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre opinion en interne, des équipes d'analystes qui sont spécialisées sur l'analyse extra-financière, et puis pour se conforter dans leur choix, ils achètent les notations produites par les sociétés de notation extra-financière. Justement, vu qu'on est toujours sur ces questions des critères extra-financiers, on va essayer de répondre à la question d'Amine. Alors je vous lis la question. Au même titre que des critères extra-financiers appliqués à l'investissement sur l'ISR, existe-t-il une approche du même type concernant le volet financement? En d'autres termes, existe-t-il des modes de financement plus vertueux? Et si oui, quels en sont les critères? Alors, en fait, je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISR, dans la gestion ISR, il n'y a pas que des actions, il y a aussi des obligations. Donc, quelque part, les obligations, c'est une forme de financement. Quand on souscrit à l'obligation d'une société cotée, on lui prête de l'argent, elle vient se financer sur les marchés. Après, si c'est du prêt, je ne sais pas si tu as des pistes. Il y a une autre réponse, mais on sort un petit peu des placements ISR. C'est le financement participatif, c'est-à-dire le crowdfunding. Oui. C'est un moyen aussi pour des épargnants de s'intéresser à la destination de leurs fonds en choisissant eux-mêmes les sociétés ou les projets qu'ils vont pouvoir financer avec leur épargne, soit à travers des actions, soit à travers des obligations. Donc, on n'est plus tout à fait dans l'investissement socialement responsable, mais on est dans une pratique personnelle du choix de la destination de ces fonds. C'est une autre manière, peut-être. C'est plus du love money que de la notation extra-financière. Voilà, on passe éventuellement par sa propre notation, mais c'est une autre façon de donner un peu de sens à son épargne. Avec quand même, une petite aparté avec les risques qu'il peut y avoir quand même sur les prêts sur le financement participatif. Il faut rester quand même assez vigilant. Effectivement, on peut rappeler au passage qu'un fonds, c'est très diversifié, donc c'est bien moins risqué que l'investissement dans une seule société. Alors pour continuer sur la manière de bien s'informer, il faut quand même signaler l'existence, pour ceux qui voudraient vraiment, et peut-être qui ont moins de temps pour éplucher les différents documents produits par les sociétés de gestion, donc qui voudraient s'appuyer sur des garanties en allant un peu plus vite, ils peuvent s'appuyer sur les labels. Il y a deux labels aujourd'hui, des labels publics. Un label ISR qui fait le travail de vérifier si la société de gestion s'appuie effectivement sur une méthode ISR et si la société de gestion est suffisamment transparente, en dit assez, pour convaincre les investisseurs qu'elle est effectivement sincèrement dans une démarche d'investissement socialement responsable. Il y a également un autre label plus spécifique qui s'appelle le label Transition écologique et énergétique pour le climat. Celui-là, il est attribué aux fonds, aux produits orientés vers la transition écologique, donc c'est bien plus précis. On peut dire que ce sont des fonds verts, c'est-à-dire des fonds qui n'investissent que dans des sociétés qui ont des activités vertueuses du point de vue de l'impact sur l'environnement. Donc deux labels
importants à connaître, qui vont permettre de resserrer un petit peu le choix parmi tous les fonds proposés, parce qu'il y a des fonds qui peuvent se présenter comme ISR, mais qui n'ont pas le label ou qui n'ont pas tout à fait une démarche assez rigoureuse pour prétendre au label ISR. Donc le label ISR constitue une forme de garantie dans le choix d'un fonds pour ceux qui voudraient s'appuyer sur le travail donc, spécialisé de cette équipe. Je rajoute 2 petits mots sur le label ISR. L'Association française de gestion financière publie aujourd'hui les résultats sur l'investissement responsable, parce qu'on commence la semaine de la finance responsable aujourd'hui. Donc un peu plus de 1000 milliards d'euros. Et si on parle de ces labels qui ont juste 2-3 ans, qui sont assez récents, le label ISR a remplacé le label Novetic. Il y a au jour d'aujourd'hui 157 fonds qui ont obtenu ce label ISR, gérés par 34 sociétés de gestion. Et pour le label Tech, donc on va dire le label vert, on a aujourd'hui 22 fonds gérés par 15 sociétés de gestion qui bénéficient de ce label.